Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on accueille Julien Méraud qui va nous parler d'innovation dans la santé, qui travaille chez Doctolib. Comparé aux autres talks, on va faire un petit peu différemment. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à lever la main et je viendrai vous donner le micro. Vu que c'est enregistré, on a besoin de la captation de votre magnifique voix. On compte sur vous pour un peu vous autoréguler aussi, hein. Posez pas non plus 10 questions d'affilée parce que sinon on n'aura jamais le temps de finir la presse. Mais donc voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions pendant. Et voilà. Et bon spectacle. Bonjour à tous, ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Julien, j'ai 38 ans, je suis CPO chez Doctolib, j'ai rejoint les équipes de Doctolib il y a 8 ans, il y avait 12 personnes, aujourd'hui on est 2800 et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé au cours de ces 8-9 dernières années. Comme on le disait, on va essayer de faire quelque chose de collaboratif, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On va commencer par une première question. Qui a effectué une consultation médicale? On va essayer de ne pas trahir de secret de santé, donc chez un médecin généraliste ou spécialiste, au cours des 24 derniers mois. Ah, j'ai mis 24, je voulais vraiment que tout le monde lève la main. Parfait. Donc ça, premier type d'utilisateur chez Doctolib, les patients. Niveau d'empathie très fort, on est tous patients, on connaît tous des patients, il n'y a aucun enjeu là-dessus. Deuxième question maintenant, qui a vu à quoi ressemblait l'écran du médecin sur lequel il a passé la moitié de sa consultation? Dans quel cadre, du coup, t'as vu T'es curieux. Exactement. Donc, on a vu tout à l'heure 100% des gens qui lèvent la main. Là, 10% des personnes qui lèvent la main, un petit peu de curiosité. J'avoue, moi aussi, des formations professionnelles, quand je suis chez le médecin, souvent, je penche un peu la tête. Tout ça pour dire quoi? Très facile d'être empathique avec les patients, beaucoup plus compliqué avec les médecins. On connaît tous des médecins, on y va en permanence, mais sur la manière dont les médecins travaillent, on est beaucoup moins bon. Et quand on rejoint les équipes product chez Doctolib, généralement, patient, on connaît très bien, la partie médecin, on connaît beaucoup moins bien. Pourquoi c'est important? Parce que notre objectif, à nous, c'est de servir ces deux types de populations de manière égale. Si on veut que le monde soit en meilleure santé, on pense que ça passe par les médecins, par l'adoption d'outils tech, par des professionnels de santé, et que pour faire ça, il faut être proche d'eux, comprendre leurs besoins, et il ne faut absolument pas essayer de les remplacer, il faut essayer de les aider, de les empowerer, j'essaye d'éviter l'anglais aujourd'hui, mais à être plus efficaces dans leur pratique quotidienne. En parallèle de ça, ce qu'on veut faire, bien sûr, pour les patients, c'est leur permettre d'accéder plus facilement aux soins, leur permettre d'être plus acteurs de leur santé. On a tous connu ces situations où 2 jours après aller chez le médecin, on se dit « Qu'est-ce qu'il m'a dit exactement? Je ne me souviens plus, j'ai pris des notes nulle part, je ne me souviens plus vraiment de ce qu'il m'a dit, je ne sais pas trop comment le contacter. » Donc en fait, en tant que patient, notre santé, c'est peut-être ce qui est le plus important, notre santé, celle de nos proches, et on a tendance parfois à un petit peu la subir. On n'est pas acteur de sa santé. Nous, on a envie de changer ces deux éléments-là. Je vais vous parler vraiment rapidement de Doctolib en 3 minutes au départ pour un petit peu fixer le cadre et qu'on sache de quoi on parle. Et après, je vais plutôt vous raconter notre histoire. Premièrement, comment les principes qu'on a depuis le début s'appliquent sur les sujets tech and product. Deuxièmement, je vais vous raconter un petit peu l'histoire du product, toutes les choses qu'on a bien faites, les quelques choses qu'on a mal faites, parce que bien évidemment, on va se dire la vérité. Donc il y a des choses sur lesquelles on a été un petit peu moins bon. Et puis après, je vais vous partager quelque chose qu'on doit partager aux équipes de leadership de Doctolib jeudi. Donc c'est un peu teasé, il y a des éléments que j'ai un petit peu grisés, etc. Si mon CTO il savait que je vous partageais ça, peut-être qu'il ferait un petit peu la tête. Donc jeudi, on a 2 heures avec toutes les 250 managers de Doctolib. Et je vous ai préparé une petite preview de ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Magnifique. Premièrement, point à voir sur le secteur de la santé, on a parlé des médecins, on a parlé des patients. Point qui est très important, côté patient, les besoins de santé, ils augmentent. Population de plus en plus âgée, détection de plus en plus fréquente de pathologies chroniques, etc. Les besoins de santé augmentent. Ce qui est bien, c'est parce qu'aussi, on vit plus longtemps, en meilleure santé, etc. En parallèle de ça, l'offre de soins, elle n'augmente pas aussi vite. Elle n'augmente pas aussi vite parce que le nombre de médecins, il est plus ou moins stable. Il y a même des pays où il est en décroissance. Le nombre de médecins généralistes en Italie, il est en décroissance. Et donc on se retrouve de manière assez simple, si vous essayez de faire matcher l'offre et la demande, on se retrouve avec une équation qui ne marche plus.
C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, il y a 6 jours d'attente pour aller voir un médecin généraliste, 3 semaines pour aller voir un pédiatre, 2 à 4 mois pour aller voir un médecin spécialiste. Ce constat-là, vraiment, c'est le plus important et c'est celui qui doit driver toutes les actions qu'on prend au quotidien. Nous, ce qu'on pense aussi, c'est que ce n'est pas une fatalité et on pense que la tech peut permettre de répondre à ces enjeux-là. Dans notre quotidien, dans notre vie pro, dans notre vie perso, aujourd'hui, on utilise tous Gmail, Slack, Asana. Il y a des dizaines d'outils qui ont changé le quotidien, qui ont changé notre quotidien à titre pro, à titre perso. Si vous allez chez un médecin, vous faites comme monsieur qui est un peu curieux, vous tournez l'ordinateur, vous allez voir quelque chose qui ressemble à Excel 95. Vous allez voir un outil qui, 95% du temps, est on-premise, avec ce petit gris clair, là, un petit peu, vous savez, qui rappelle les outils Microsoft des années 90, avec une connectivité qui est hyper moyenne. Si le médecin ne vous partage pas un compte-rendu médical à la fin de la consultation, ce n'est pas parce qu'il se dit que c'est inutile, c'est juste qu'il n'est pas technologiquement capable de le faire et qu'il n'y a pas l'infrastructure au niveau national et aussi dans son cabinet qui permet de faire ça. Nous, on pense que ce n'est pas une fatalité. Moi, mon but, ça fait 8 ans que je suis chez Doctolib, je pense que je vais y rester encore 15 ans. Mon but, c'est qu'à la fin, quand je parte, je me dise, en fait, sur le secteur de la santé, on a exactement la même expérience que celle que j'ai au quotidien avec Google, Slack, Asana, etc. Pour faire ça, on a 2 produits principaux. Après, il y en a quelques autres, mais on va rester simple. Le premier, c'est logiciel de gestion d'agenda à destination des professionnels de santé. Je ne sais pas si tout le monde est au courant. Quand vous appelez un professionnel de santé que vous avez vu sur doctolib.fr, sur une application mobile Doctolib, la personne qui va vous répondre au téléphone va être sur un logiciel de gestion d'agenda Doctolib. Et c'est vraiment cet élément-là qui va faire la différence. C'est ce qui va faire qu'il ne va pas y avoir de mauvaise synchronisation, de personnes qui vous rappellent en disant « Ah, vous avez pris rendez-vous à 14h30, il n'est pas disponible, etc. » Non, même plateforme technologique, le professionnel de santé utilise un soft Doctolib. Ça, c'est le premier soft qu'on a lancé en 2013. Assez intéressant à noter, ce soft-là, ça n'existait pas avant. Il n'y avait pas de professionnels de santé, ou très peu, qui proposaient ce type de service. Très intéressant d'un point de vue product, quand vous attaquez un marché sur lequel il y a 0% de pénétration, vous avez une vente qui est beaucoup moins orientée product, beaucoup plus orientée marketing, bénéfice. Je vais faire gagner du temps, je vais augmenter vos revenus, etc. Le deuxième produit qu'on a lancé il y a 2-3 ans, j'ai l'habitude de dire aux personnes que je rencontre, je serai un entrepreneur de 25 ans, ça serait le dernier marché du monde sur lequel je me lancerai. Pourquoi ? Parce que là, on parle d'un logiciel de gestion de cabinet entièrement. Pour répondre à qu'est-ce que fait le médecin pendant la consultation, il fait 3 choses principales. La première, il saisit votre information de santé. Donc, il tape ce que vous êtes en train de lui dire, de manière complètement non structurée, dans un grand champ texte, etc., mais il le tape. La deuxième chose qu'il fait, à la fin, il fait une ordonnance. Donc, il a un logiciel qui lui permet de s'assurer que l'ordonnance qu'il va faire est sécurisée, qui va lui faire popper 17 alertes dans la tête. Et comme tout utilisateur à qui on fait popper 17 alertes dans la tête, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne les voit pas. Troisième élément, il va faire la facturation. Donc, en gros, il a sa carte de professionnel de santé, il va prendre votre carte vitale. Il ne va pas pouvoir vérifier vraiment si vous avez des droits mutuels ouverts, parce que ça, ce n'est pas encore possible. Donc, il va vous faire payer quelque chose, donner un bout de papier, vous allez essayer de vous faire rembourser tant bien que mal, etc. Voilà ce qu'il fait. Bien évidemment, un médecin généraliste, un dentiste, il n'y a pas le même logiciel. Bien évidemment, en France et en Allemagne, ils n'ont pas de carte vitale et les ordonnances, je ne sais pas si vous avez vu, c'est des petits formats A5 comme ça, un peu, on a l'impression d'être dans les années 70. Et donc, bien évidemment, très compliqué de passer à l'échelle sur ce marché. Pourquoi on a fait le choix de le faire ? Parce qu'en fait, on considère qu'on n'innovera pas et on ne changera pas le système de santé tant que les médecins continueront d'utiliser des logiciels qui sont équivalents à Excel 95 en termes de performance et de connectivité. Ça, c'est petite introduction rapide. Vanity KPI sur la croissance, mais on va faire ça rapidement. 320 000 professionnels de santé en France, en Allemagne, Italie. 70 millions de comptes patients en France, Allemagne, Italie, avec à peu près les 2 tiers, les 3 quarts des Français qui ont un compte patient Doctolib. Maintenant, ce que je veux vous parler, c'est notre approche depuis le premier jour. Ce qui est important, c'est que les éléments que je vais vous montrer là, c'est des éléments qui sont montrés à 100% des personnes qui rejoignent les équipes de Doctolib. Et c'est des éléments qui ont dû bouger de 10 à 20% au cours des 8-10 dernières années.
Si je retrouve le mail d'échange que j'ai eu avec Stan, notre CEO, il y a 8 ans, ils étaient 8 et ils me disaient déjà « Viens révolutionner le secteur de la santé avec moi ». Parce qu'on avait déjà cette approche-là, il avait déjà plutôt cette approche-là. Point qui est important, vous allez le voir, c'est à quel point ces convictions, elles ont un impact fort sur la manière dont on fait de la tech et du product chez Doctolib. Premier élément, c'est travailler avec les professionnels de santé et avec les patients. Le « et » est très important. Je vais vous donner 2 exemples. Quelque chose qu'on appelle Trust Signals. Comment je sais si le médecin va me fournir une expérience que les patients avant lui estiment être bonne? En tant que patient, comment vous faites lorsque vous voulez aller voir un professionnel de santé sur une spécialité que vous ne connaissez pas? Les avis majoritairement sur Google, le bouche à oreille majoritairement des proches. Je vous invite aussi à en parler à votre médecin généraliste, il peut être de bons conseils si vous voulez voir un médecin spécialiste, probablement aussi bien que Google. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur Doctolib, vous le savez, il n'y a pas ça. Pourquoi il n'y a pas ça? Parce qu'en fait, on pense que ce qui est important, c'est la qualité du soin. Et la qualité du soin, elle ne dépend pas forcément de l'expérience patient end-to-end. On pense aussi que ce n'est pas à nous de faire ça. Et ça, c'est un exemple très important de « on travaille pour les médecins et pour les patients ». Des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. Et lorsque je prends une décision chez Doctolib, je pense aux médecins et aux patients. Je pense aussi à tous les pays dans lesquels on est, tous les types de spécialités médicales. Point important, on reviendra dessus derrière, c'est on fait équipe avec les soignants. Je le disais tout à l'heure, lorsqu'on arrive au début, on ne sait pas comment travaillent les médecins, la réalité. C'est que l'hôpital, on n'y est pas forcément beaucoup allé, clinique, on n'y est pas forcément beaucoup allé. On y allait dans des conditions où on y allait pour nous, on allait voir des proches, donc on n'était pas dans un mode « je vais découper le process de la personne qui m'accueille à l'hôpital, etc. » Non, on s'est juste rendu compte qu'il y a 3 personnes différentes qui nous demandaient 3 fois la même info et ça nous a un peu saoulés, mais on n'a pas essayé de segmenter le process d'accueil au sein d'un hôpital public français. Très important, la proximité avec les utilisateurs, j'en reparlerai derrière. Sécurité, j'en reparlerai aussi derrière. Et le fait d'être au service de tout le monde sans exception. La réalité, c'est qu'on doit être un des rares sites, alors je ne vais pas dire e-commerce, mais un des rares sites de booking sur lesquels il y a plus de la moitié des actes de réservation qui sont faits par des personnes qui ont plus de 55 ans. Et ça nécessite d'avoir quelque chose qui soit simple, qui soit fluide, sur lesquels on essaye de trouver le bon équilibre entre ce que les médecins veulent, parce que si vous écoutez les médecins, ils disent je veux mettre 50 règles d'information, je veux que le type il lise 10 pages avant de prendre rendez-vous chez moi, je veux absolument qu'il sache tout avant de venir, etc. Et si vous écoutez les patients, le patient il vous dit ah non, moi je veux cliquer sur un horaire, j'y vais et c'est bon. Et donc encore une fois, l'importance de trouver un compromis. Deux autres points qui sont importants, toujours revenir aux bénéfices, à pourquoi on est là. Si vous faites une évolution sur notre produit pour les professionnels de santé et que vous ne savez pas comment ça va permettre aux professionnels de santé de gagner du temps, de gagner de l'argent, de prendre une meilleure décision médicale, d'apporter une expérience nouvelle à vos patients, c'est probablement que vous êtes en train de faire quelque chose qui ne sert à rien. Et parfois, c'est un peu dur, mais il faut être capable de se le dire. Il faut être capable de s'asseoir et de se dire là, je suis en train de faire quelque chose qui ne sert à rien. Il ne faut pas que ça arrive tous les jours non plus, parce que sinon ça peut être un peu démotivant, mais hyper important de toujours penser à ça. Et on a parlé des professionnels de santé, c'est pareil pour les patients. Si je ne permets pas aux patients d'accéder plus simplement à des soins, si je ne leur permets pas d'être meilleurs acteurs de leur santé, avoir accès à leur information de santé en permanence, pouvoir la partager à des proches, la partager aux autres professionnels de santé qui constituent leur cercle de soins, probablement que pareil, je suis en train de perdre du temps. Ça, c'est très important. Et depuis le premier jour, absolument, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on se pose cette question-là. Comment on fait quand on a plus de 300 000 utilisateurs pour être user-centric? Qu'est-ce que c'était la user-centricity au début chez Doctolib? Déjà, c'était un CEO qui passe la moitié du temps dans les cabinets médicaux, des CTO qui passaient aussi la moitié du temps dans les cabinets médicaux, pas forcément pour les mêmes raisons. Moi qui ai rejoint pour m'occuper du marketing, qui passait
alors je suis un peu moins bon sur le sujet, 2-3 fois par semaine dans des cabinets médicaux, c'est comprendre comment ça fonctionne. Moi, quand je suis arrivé, pour moi, un médecin, c'était quoi? C'était un type, bel immeuble haussmannien, parquet, petite plaque dorée en bas, du lundi au vendredi dans un endroit. Ça, la réalité, c'est que ça n'existe pas. Ça existe à Paris. La réalité, c'est que les professionnels de santé, très souvent, ils sont 3 jours dans leur cabinet, 1 jour dans un centre de santé. Lorsqu'ils sont spécialistes et qu'ils opèrent, ils ont un cabinet de ville, ils vont opérer à la clinique, ils ont 3 softs différents, ils ont des équipes administratives différentes, etc. Et ça, en fait, vraiment, il faut le voir pour le croire. Et pour le coup, il faut faire ce qu'on n'a pas normalement trop le droit de faire, mais on peut le faire à l'accueil, passer derrière l'écran, voir les questions qui sont posées, voir la manière dont les patients sont filtrés, dont on va prendre des rendez-vous rapidement, dont on va se donner un peu plus de temps, dont on va collecter les informations, etc. Ça, c'est hyper important. Quand vous êtes 2800, ça commence à être un peu dur. Alors quand vous êtes 2800 en période de Covid, autant vous dire que c'est complètement impossible. On a 3 grands piliers sur lesquels on s'appuie aujourd'hui. Le premier, c'est une communauté. Moi, et je n'ai pas encore complètement gagné le combat, je prône pour la full transparence. Si vous allez aujourd'hui sur le site de Salesforce, vous pouvez accéder à tous les bugs un par un qui sont live sur Salesforce. Ça fait un peu flipper. Moi, je sais combien on a de bugs aujourd'hui chez Doctolib. Je ne vais pas vous poser la question. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas publiés. Je pense qu'on devrait les publier. Je pense qu'on devrait dire à nos utilisateurs, voici les bugs qui sont ouverts aujourd'hui. Et donc la communauté, on leur partage le maximum de ce qu'on peut leur partager. On prend un maximum leur retour. On essaye de les voir un maximum. Au bout d'un moment, la communauté était tellement grosse qu'on a créé ce qu'on appelle les pionniers. Au début, on en a mis 1000, c'était un peu trop. Après, on est passé à 250. Et alors, eux, on va tout leur partager. On va leur partager les mock-ups, on va aller dans leur cabinet une fois par mois, etc. Et on va vraiment s'appuyer sur eux pour co-construire notre produit. Il faut qu'on ait des médecins qui soient un peu innovants, un peu tech-savvy, ce qui n'est pas forcément le cas. Je ne sais pas si vous savez quel est l'âge moyen d'un médecin en France. 35 ? 35 ans, je pense que c'est l'âge moyen d'installation d'un médecin en France. L'âge moyen d'un médecin français, c'est 53 ans. 53 ans, alors, autant vous dire que 53 ans, ça fait 20 ans qu'ils travaillent avec les mêmes outils, et que généralement, ils n'en ont jamais changé de leur vie. Et donc vous arrivez en mode « Salut, c'est Doctolib », etc. Je peux vous dire que vous avez intérêt de les comprendre, et vous avez intérêt de parler leur langage pour les convaincre. Et ça, bien évidemment, les équipes business, sales, marketing, opération, mais aussi les équipes tech and product. Et une question un peu dure qu'on pose fréquemment, c'est quand est-ce que tu es allé dans un cabinet médical la dernière fois, etc. Si ça fait plus de 3 mois, c'est vraiment pas bon signe. Si tu y es allé 3 fois le mois dernier, c'est à peu près la moyenne de ce qu'on attend d'une personne dans les équipes product chez Doctolib. Dernier point, le comité médical, encore plus petit. En fait, on n'est pas médecin, et il y a un moment, quand vous voulez changer les process de travail des médecins, quand vous voulez les aider à structurer leurs données, quand vous voulez prendre des décisions strat un peu fortes, vous avez besoin d'avoir un comité médical qui peut vous représenter en interne, en externe, et vous aider à prendre ces décisions-là. Deuxième point qui est important, la santé, c'est un secteur qui est extrêmement régulé. Probablement que si je vous posais la question, il y aurait vos données bancaires, vos données santé, votre WhatsApp ou votre Slack aussi peut-être. Ça serait vraiment les 3 données que vous ne souhaitez pas voir publiées à tout le monde. Donc là-dessus, pareil, besoin d'être pixel perfect. Chez AWS. Américain. La plupart des données sont chiffrées de bout en bout. Et on est passé devant le Conseil d'État sur le sujet, et le Conseil d'État nous a donné raison. C'est la plus haute juridiction française, en tout cas. Et on fait confiance à nos équipes sécurité sur le fait qu'un hébergeur qui offre une qualité d'infrastructure de ce niveau-là nous permet de délivrer le meilleur service à nos utilisateurs. Mais, encore une fois, j'en parlerai à la fin, l'adaptabilité, c'est important, et on verra ce qui se passe dans les mois et les années qui viennent. Donc, vraiment, hyper important, un maximum de données chiffrées de bout en bout, que le professionnel de santé et le patient sachent les données qui lui appartiennent, puissent décider de partager ou pas ces données-là. Et là-dessus, on est assez intransigeant sur le sujet. On a des équipes sécurité d'une quinzaine, vingtaine de personnes.
pour s'assurer qu'on prend les meilleures décisions avec la meilleure expérience utilisateur en parallèle. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Pour revenir tout à l'heure sur le produit pour les médecins, vous avez dit que c'est un produit que j'aurais jamais fait, que je n'irai jamais là-dedans. Le second produit. Pourquoi je dis ça? Plusieurs raisons. Premièrement, c'est un marché qui est très régulé. Donc, c'est-à-dire que pour permettre de faire une facturation avec une carte vitale, une carte CPS en France, qui est la carte de professionnel de santé, très compliqué, cahier des charges de 1400 pages. Pour permettre de faire une ordonnance sécurisée en France, très compliqué. Ensuite, c'est un marché sur lequel il y a des vraies différences par pays et par professionnel de santé, et c'est un marché sur lequel les utilisateurs utilisent un produit qui est le même depuis 20 ans, avec lequel ils ont une relation love-hate, c'est-à-dire qu'ils n'en peuvent plus, ils trouvent que ça bug, ils trouvent que ça plante, ils trouvent que c'est pas dingue. Et en parallèle de ça, ils sont aussi un peu en mode « mais ça fait 20 ans que je l'utilise ». Et donc c'est pour ça que si j'avais voulu innover à 25 ans, ce que je n'ai plus, probablement que ce n'est pas la première chose que j'aurais faite. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne pouvait pas noter les docteurs sur Doctolib, ce qui paraît plutôt logique. Mais malgré vous, comme Doctolib est devenu la seule plateforme, enfin une des seules plateformes où on peut trouver un médecin, il y a un peu une responsabilité de la qualité du médecin qu'on peut avoir. Donc la qualité, la sympathie peut-être, mais aussi la fiabilité. Comment est-ce que vous gérez ça? C'est un très bon point. En fait, on a un processus de vérification, et donc tous les professionnels de santé, les médecins qui sont sur Doctolib, on s'assure qu'ils soient référencés auprès de l'ordre. Après, on n'est ni l'ordre ni la police, et donc à partir du moment où le professionnel de santé est inscrit à l'ordre et qu'il n'a pas été radié par l'ordre pour une raison donnée, il peut être présent sur Doctolib. On continue, on rentre un peu plus dans la partie product, 4 grandes phases. Moi, je vous disais, je suis arrivé chez Doctolib en 2013-2014. Pendant 2-3 ans chez Doctolib, pas d'équipe product. Pas d'équipe product, 2 CTO, 2 anciens Octo d'ailleurs, qui sont arrivés, vision utilisateur assez forte, proximité avec le terrain assez forte. Moi, je gérais le marketing, on avait un CEO qui passait la moitié du temps sur le terrain, et donc pas d'équipe product pendant 2-3 ans. Des nuits avec des post-it comme ça, et puis celui qui baissait un peu la garde à 1h du matin, bam, tant pis pour lui. Il y a un post-it qui passait au-dessus de l'autre, et c'était plié, la photo était prise, on enlevait tous les post-it, et j'exagère un petit peu, mais bien évidemment, on a eu une chance, c'est que je vous ai partagé un petit peu les bénéfices pour les médecins, pour les patients. Ils n'ont pas changé, et donc ça fait une dizaine d'années qu'on sait où on va et qu'on y va de manière efficace. Donc on n'a pas trop eu besoin non plus de faire X pivot, de se poser X fois la question de qu'est-ce qu'il faut absolument changer dans les 12 prochains mois, sinon la société arrête d'exister. Mais ceci étant dit, du coup, une approche un peu collaborative, mais quand même à la fin un petit peu dure de scale. 2016, 3 ans après le lancement de la société, arrivée du premier product manager. Là, les process de validation, c'était, tu t'assois dans la salle, il y a le CEO, le CMO, 2 CTO, et tu nous présentes ce que tu veux faire. Je crois qu'il y avait un channel Slack qui s'appelait un truc du genre l'ouverture du lundi, où ils s'envoyaient des photos de bombes, etc. Bien évidemment, j'exagère parce qu'on faisait ça avec toute bienveillance, mais quand vous avez 4 C-level qui sont présents depuis 3 ans et que vous êtes le premier manager et que vous essayez de créer de la valeur là-dessus, très important de connaître son produit, d'être hyper adaptable, d'être hyper ouvert. Et on a passé pas mal de temps dans un mode comme ça. Quand je dis pas mal de temps, c'est 18-24 mois, dans un mode où on a itéré un peu sur l'organisation, la confiance entre les C-level et les équipes product. Et moi, c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé de devenir CPO. À un moment, on m'a dit, on a toutes ces sessions le lundi, on échange, on est passionné, on n'est parfois pas d'accord entre nous. Les équipes product, elles ont en face d'elles 4 C-level. Toi, passe de l'autre côté de la table, passe avec elles. Est-ce que tu es chaud? Là, je me suis dit, waouh, ok. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le product 2017. Alors, je travaillais avec eux même dans ma vie d'avant, les équipes product dans les boîtes précédentes, mais c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et mon premier KPI de succès, ça a été de me dire,
comment je rends les équipes autonomes, comment je crée de la confiance entre les équipes business, le COMEX et les équipes product. Et donc ça a été en saoulant un peu notre CEO, en lui disant qu'est-ce qu'on veut atteindre, c'est quoi l'objet à 6 mois, etc. Parce qu'en fait, parfois, et je pense que ça a dû arriver à la moitié de la salle, on avait des sessions, on voulait valider ce qu'on allait faire, etc. Discovery au poil, c'est bon, je suis allé dans 17 cabinets médicaux, t'inquiète pas, on a fait un survey, voilà ce que les utilisateurs veulent, voilà ce qu'on propose de faire et tout. Puis là, dans la salle, on se dit, pourquoi on a priorisé ce truc-là déjà? Et là, c'est dur. C'est très, très dur. Vous ramez un petit peu. Et donc, très important, ramener du calme. Et donc, je pense qu'un des objets des équipes product, pour moi, le product, et la tech and product, c'est un vecteur de croissance d'une société, exactement comme, je ne sais pas où est Émile, mais il y a quelqu'un qui a une question. C'est un vecteur de croissance de la société, exactement comme une équipe sales, une équipe marketing. Il faut le voir exactement de la même manière. Point qui est important, c'est un vecteur de croissance parce qu'on va apporter de la nouveauté, de la satisfaction, etc. Mais c'est aussi un vecteur de croissance parce qu'on est aussi là pour donner de la confiance aux équipes avec lesquelles on travaille. Et Doctolib, c'est une boîte B2B, si vous avez un sales qui se trouve devant un médecin et qui n'est pas capable d'expliquer qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre, pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça, et qui se met à trembloter dès qu'il a une objection, c'est fini, vous pouvez arrêter. Si les personnes qui vont rencontrer les professionnels de santé pour vraiment leur vendre quelque chose, elles n'ont pas confiance dans le fait que les équipes tech and product elles délivrent le maximum de valeur pour eux et pour les utilisateurs qu'ils ont en face d'eux, c'est perdu. Et ça, c'est souvent un bout qu'on oublie, et c'est un bout qui est hyper important. Et donc, on a fait ça. Et on a commencé à faire ça avec notre comité direction. On a fait ça, puis à un moment, on se disait, c'est bien, 3 mois, 6 mois, etc. Mais qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre? Moi, c'est ce qui me manquait au début, c'était de me dire, OK, on a recréé la confiance, c'est top. Par contre, moi, je suis un peu bête. J'aime faire du sport quand il y a un ballon après lequel il faut courir, ou une petite raquette et un truc. Courir pour courir, c'est un peu dur. Et au bout d'1 an ou 2, c'est ce qui me manquait, c'est de me dire, on fait des trucs bien, on a rétabli la confiance, etc. Mais c'est quoi notre impact réel? Comment on mesure ce qu'on fait? Petite spécificité chez Doctolib, la question a été posée sur AWS, on n'utilise pas d'outils marché. On n'utilise pas Google Analytics, on n'utilise pas Amplitude, on n'utilise pas Content Square, etc. On s'interdit de faire ça. Donc autant vous dire que quand on veut comprendre exactement ce qui se passe, c'est un peu plus dur. Et donc on s'est donné les moyens de faire ça. Et donc on s'est donné les moyens aussi parce qu'on avait atteint une taille d'équipe qui nous le permet. Il ne faut pas être naïf. Vous ne pouvez pas être 100% impact-driven quand vous avez 5 devs et 2 équipes cross-fonctionnelles et 150 demandes. Ça ne passe pas. Ça passe pas. Vous avez eu des demandes de 10 types différents sur deux équipes cross-fonctionnelles. Ça ne passe pas. Au bout d'un moment, 10-15 équipes, on a pu se permettre de faire ça. On a pu se permettre d'apporter du calme. On a pu se permettre de dire à une équipe, tu owns ce bout-là, tu owns cet impact-là. C'est à toi d'essayer de délivrer le maximum de valeur dessus. Et ça, on est toujours en train de le faire. Vous voyez, j'ai écrit 50 feature teams à 80% autonomes. Quand j'ai partagé le slide à mes équipes, il y en a qui se sont amusés à zoomer sur le 80% pour me faire dire « Ouais, 80%, t'es optimiste ». Peut-être qu'il y en a qui sont autonomes à 90% et d'autres à 50%. En tout cas, l'autonomie, c'est un facteur clé de succès. On recrute des gens intelligents, on recrute des gens qui doivent mieux connaître que nous leur sujet. Parfois, c'est dur. Faire confiance, c'est dur. On le disait, il faut que les équipes sales, marketing nous fassent confiance. Il faut aussi que nous, en tant que leader, en tant que manager, mes direct reports, ils ont tous 15 product managers avec eux. Il faut qu'on fasse confiance, en fait. Parce qu'en fait, sinon, on ne va pas s'en sortir. Et on ne peut pas être là, le guichet du postier, je vais tout valider, je vais valider ton OKR, je vais valider ta spec, etc. Non, pas possible de faire ça. Ça, c'est là où on en arrive aujourd'hui, Tech and Product New Deal. Comment en 2022, dans une organisation Tech and Product avec 700 personnes, avec des équipes Tech and Product à Paris, à Berlin, à Nantes, à Niort, à Milan, avec la moitié des équipes qui sont arrivées au cours des 12 à 18 derniers mois, avec la moitié des équipes peut-être que je n'ai jamais vues physiquement, malheureusement, et ce n'est pas faute d'aller une fois par mois à Berlin, à Nantes, rencontrer les équipes. Comment on arrive à faire en sorte
on passe ce cut-là. Je ne vais pas vous présenter ça. Oui, il y a une question, pardon. Tu peux revenir à la slide d'avant, s'il te plaît. Donc tu as été nommé CPO en 2017. Quelle a été la taille de tes équipes et le contenu des équipes? Parce que tu as parlé d'équipe tech, tu as parlé de product manager. Quelle était leur évolution? Ça, c'est la première question. Bah alors, je te montre après où on en est. Je ne sais pas si c'est visible, mais on a mis des petits crochets. En 2017, les équipes product de Doctolib, c'est 4 product managers, 1 ou 2 product designers, pas de user research, pas de UX writer, un data analyst, mais un peu product, business, etc. Et bien évidemment, déjà engineering manager, full stack. Pas vraiment de counterpart business défini. Le product manager se dit pas, moi, mon business buddy, c'est telle personne. Et donc, du coup, bah, il est un peu dans la nature. Et une organisation qui est plus ou moins où on commence à avoir des équipes cross-fonctionnelles qui sont concentrées sur un sujet, mais avec quand même beaucoup de bruit parce que bah, plus de demandes et plus de types de demandes que d'équipes cross-fonctionnelles. Aujourd'hui, les équipes de Doctolib, c'est 5 product directors, 60-70 product managers, des niveaux intermédiaires, lead, senior, avec du middle management, des équipes de user research, des équipes de UX-writer qu'on a lancées il y a 1 an ou 2, des équipes de data analyst, et avec un sentiment d'appartenance à une équipe le plus fort possible, qui n'est pas complètement pur et parfait, parce qu'un data analyst peut être sur 2-3 équipes, et donc voilà, on essaye de travailler là-dessus, mais voilà la manière dont à peu près c'est organisé aujourd'hui. Le message là à retenir, c'est que c'est une organisation qui est finalement assez classique, c'est une organisation qui a énormément évolué, savoir s'adapter au fur et à mesure du temps, c'est le plus important. Vous voyez, on a à peu près lancé une typologie de métier quasiment tous les ans, tous les 2 ans. Et donc, on essaye de faire ça en avançant et en grandissant. Et du coup, pourquoi avoir choisi les feature teams? Le principe de la feature team? Tu dis par rapport à impact team, par rapport à etc. Par rapport à la notion évanescente de feature team, tu as dit que la notion d'appartenance était importante, c'est un peu le défaut de la feature team. Du coup, pourquoi avoir choisi ça et comment vous palliez à cette problématique-là? En fait, oublions l'histoire feature team, impact team, etc. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir une majorité d'équipes qui savent où elles vont, qui ont une North Star et qui ont 1 ou 2 objectifs par trimestre. Faire ça, c'est assez dur parce que tout le temps, tu as un peu l'impression de te couper un peu un membre quand tu prends ce genre de décision, mais c'est hyper important. Là-dessus, on a itéré au cours des dernières années. Pour moi, ce qui est important ici, c'est de dire que ça fait partie d'une organisation globale. On n'a pas 60 teams en silo. Par exemple, sur la partie online booking, on a 3 teams, un lead product manager, ils travaillent ensemble. Et on a aussi énormément de temps passé ensemble pour identifier les dépendances, savoir qui travaille sur quoi, etc. Le fait de se dire, il y a un plan stratégique Doctolib, ça redescend dans les équipes product. Les équipes product ont un impact direct sur ce plan-là. C'est un des éléments qui est le plus important. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais on doit se dire que les équipes tech and product sont là pour créer de la valeur pour la société. Moi, je me mets sur doctolib.fr aujourd'hui, je me mets 5 petits use cases dans la tête, je prends un rendez-vous pour un kiné autour du bureau, prendre un rendez-vous pour un chirurgien du genou pour mon père, etc. Je peux vous dire que je peux vous en sortir une liste d'améliorations. Il n'y a pas d'enjeu là-dessus. La vraie question, c'est où est-ce qu'on essaye d'aller, quels sont les hubs stratégiques de Doctolib, comment on y contribue. C'est ça qui est le plus compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou j'ai fait de mon mieux. Il nous reste 10 minutes. Point qui est important ici sur la partie investissement. 60% de notre investissement est fait sur des équipes customer facing. Donc les produits qu'on vous a présentés, logiciel de gestion d'agenda, logiciel de gestion de cabinet, la plateforme pour les patients. 20% est fait sur des outils internes. Quels sont les outils utilisés par les équipes sales, quelles sont les équipes utilisées par les équipes customer support. Et 20%, et c'est une part grandissante, est utilisé sur des équipes transverses en charge de la reliability de la plateforme, aussi en charge de l'expérience des développeurs, fournir des outils pour les développeurs. Ça, c'est des sujets qu'on n'adressait pas il y a 18 mois, qu'on a commencé à adresser au cours des derniers mois. Finalement, le développeur est devenu un utilisateur comme un autre, et donc important de travailler à l'amélioration de son expérience.
Les challenges des prochaines années, je les ai un petit peu partagés. Le premier, c'est comment, avec une taille d'équipe qui grandit, je m'assure que chaque personne individuellement contribue, est capable de prendre les bonnes décisions, sache dans quelle direction on va. Ça, c'est un enjeu qui est hyper important. Le deuxième, c'est comment je fournis une expérience de qualité à mes utilisateurs. Comment, en étant dans X pays, avec des dizaines de milliers de professionnels de santé, je ne me retrouve pas à avoir un produit qui bug, un produit qui est lent, un produit qui plante, etc. etc. Là-dessus, je mentirais si je vous disais qu'on est parfait. On n'est pas parfait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va se parler du New Deal derrière. Dernier élément, comment est-ce qu'on accélère l'innovation? On a des dizaines d'idées, à la fois pour faire ce qu'on se disait tout à l'heure, permettre aux médecins de prendre des meilleures décisions médicales, permettre aux patients d'être mieux acteurs de leur santé. On a aussi des enjeux de croissance qui sont forts. En 2022, 10% des nouveaux revenus de Doctolib ont été générés par des produits qui n'existaient pas il y a 12 à 18 mois. En 2023, ce chiffre va passer à 20%. Et en gros, plus vous grandissez, plus vous devez être capable de créer de l'innovation, d'aller adresser des nouveaux pays et des nouvelles spécialités médicales. Est-ce que j'ai l'impression que les équipes Tech and Product font ça et l'ont en tête? Bien évidemment. Si vous allez demander l'avis à mes counterparts, sales, marketing, ils vont dire comme dans 80% des boîtes du monde. Et donc, important pour nous de toujours nous remettre en question et de toujours être capable de nous adapter pour créer cette valeur. Il me reste 10 petites minutes. Tech and Product New Deal. On a un nouveau CTO qui est arrivé il y a 1 an. Et on a voulu changer la manière dont travaillaient les équipes Tech and Product ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on a partagé en interne il y a 1 mois et sur lequel on est en train d'avancer. Je vais vous parler de 3 éléments particulièrement de cette vision. Le premier, c'est le fait d'avoir une product vision. Ça paraît bête. Je vous ai partagé au début les principes un peu de départ de Doctolib. En fait, ils étaient tellement forts, tellement prégnants, qu'on ne s'était pas dit « tiens, il faut avoir une product vision ». Et la réalité, c'est que pour faire gagner du temps aux médecins, il y a X manières de le faire. Et il y a des manières qu'on va estimer être bonnes, il y a des manières qui vont estimer être un peu moins bonnes. Je vous donne un exemple. Le médecin, quand vous êtes dans son cabinet, il a X post-it. Comme ça, collés sur son bureau, les équipes à l'accueil, des post-it collés sur leur bureau, etc. La moitié de ces post-it, c'est pour recontacter des patients. Qu'est-ce que va vous dire l'utilisateur? Je recontacte les patients. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir mettre ces post-it dans Doctolib. C'est bien, mais là, tu as digitalisé un post-it. Tu n'as pas changé vraiment, tu n'as pas fait gagner beaucoup de temps. 80% de ces post-it, c'est pour rappeler des patients si un créneau se libère. Renseigne les informations sur le patient, renseigne le type de créneau que le patient souhaite, et si jamais il y a un créneau qui se libère, nous, on va aller le contacter de manière automatisée. Là, on a fait gagner 3 fois plus de temps aux professionnels de santé. Et typiquement, j'ai ressenti le besoin d'avoir une product vision, des principles forts, quand j'avais l'impression que j'étais trop bottom-up. Je voyais les équipes, elles me disaient on va faire ça, etc. Je me disais oulala, non, pas comme ça. Et en même temps, je me disais c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas clairement exprimé ce que j'attendais d'elle. Et donc la réalité, c'est que digitaliser le post-it, est-ce que ça crée de la valeur? Un peu. Est-ce que ça crée la valeur que j'aimerais qu'on crée? Pas exactement. Et donc ça, c'est Product Vision, très important. Deuxième point, Tech and Product Vitals. Quand un site est done, on s'arrête tous de travailler, globalement. La question, c'est... Il y a probablement un entre-deux entre mon site est done et mon site fonctionne. On a des systèmes d'alerting, etc. Mais majoritairement, c'est les équipes Reliability, les DevOps, qui en ont la charge. On n'est pas assez mécanique sur le sujet. Donc moi, j'ai des équipes, on va me dire, moi, je suis le taux d'erreur des paiements du PSP qu'on utilise. Je dis, OK, top et tout. Il me dit, c'est 2%. Je dis, waouh, c'est beaucoup, 2%. Et qu'est-ce que tu fais, du coup? On va regarder, on verra. Je me dis pareil, en fait. Pas de cadre clair. 2%, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Du coup, comme c'est à 2% depuis 12 mois, je dis, je vais mettre la target à 2,5%.
500 000 consultations par mois, 12 500 qui plantent, un utilisateur sur 40. Je ne sais pas si c'est le niveau de qualité qu'on a envie d'offrir. Donc très important, avoir des tech and product vitals, très user-centric, sur lesquels on est très ambitieux et sur lesquels on arrête de travailler si jamais la qualité n'est pas au rendez-vous. Juste pour revenir sur la partie Product Vision, vous dites elle est écrite et partagée en interne et en externe. C'est vous qui l'écrivez à partir du plan strat de la boîte et qui la faites valider par les C-level. Comment ça se passe, la construction et le partage de cette vision, et en lien avec les KPI d'ailleurs? C'est un super bon point, du coup je vais rentrer directement dedans. Aujourd'hui, oui, je ne sais pas qui a, je sais pas qui a posé la question. Donc aujourd'hui, comment c'est fait? Document Word, 4 à 6 pages. Où est-ce qu'on veut être? User-centric. Pour les professionnels de santé, où est-ce qu'on veut être? Pour les patients, où est-ce qu'on veut être? Pour les équipes de Doctolib, où est-ce qu'on veut être? Dans, disons, 5 ans. Partager avec les équipes product, mes direct reports pour commencer, pour être honnête. Et ensuite partager avec les C-level. L'objectif, c'est d'avoir un contenu qui est simple. Si je vous partage la product vision, bah, vous comprenez. D'ailleurs, je vous ai mis quelques phrases ici. Doctolib s'assure que la donnée médicale est exhaustive, structurée, codifiée, avec des référentiels internes à Doctolib que l'on a mappés avec tous les référentiels externes de données médicales. Ça, c'est une phrase de 2 lignes, je peux vous dire, il y a 2 ans de taf derrière. Parce que le médecin, lui, ce qu'il vous dit, c'est « moi, j'aime taper, j'aime faire entrer, HTA, entrée, à la ligne, etc. » HTA, hypertension artérielle, assez simple lorsqu'il y a un entrée qui est fait, de le codifier à la volée. Mais il y a des choses qui sont plus compliquées malheureusement. Donc, valider avec le C-level, valider avec les product directors, partager, et ça c'est à venir, avec l'ensemble des équipes product, partager avec l'ensemble des équipes de Doctolib. Et moi, mon job, je vous parlais tout à l'heure de transparence, c'est de le partager en externe. Cette vision, ensuite, on va s'assurer qu'elle est réaliste. Et donc, on va travailler avec les équipes pour la convertir en briques produits. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les capabilities sur lesquelles on va être capable de le faire nous-mêmes? Quelles sont celles sur lesquelles on se rend déjà compte que technologiquement, on est dans le dur et potentiellement, il va falloir considérer de faire une acquisition? Et un peu se construire cette vision à 5 ans avec notre proba de succès sur chacun des éléments. C'est un effort de 3 à 6 mois, c'est un effort sur lequel il va falloir d'ailleurs qu'on arrive à le faire vivre, mais c'est un effort dans lequel je crois beaucoup, parce que si je travaille dans une équipe en charge de Medical Data Structuration et que j'ai cette ligne-là en tête et qu'elle est partagée par tout le monde, ben, je sais que j'ai du boulot devant moi et je sais ce que je veux faire. Partager en interne, en externe. Sur les vitals, j'en ai déjà un petit peu parlé. Ce n'est pas uniquement des métriques plateforme, SRI, etc. C'est aussi des métriques user-centric. Et après, des principles. Ah oui, alors là, c'est le slide où je me suis amusé à mettre des choses en blanc hier soir pour pas tout dévoiler. C'est comment je convertis les principes de Doctolib, ce qu'on appelle le playbook de Doctolib, en des principes pour les équipes tech and product. Toujours compliqué de trouver l'équilibre entre j'ai quelque chose qui parle à tout le monde mais qui n'est pas trop générique. Donc, dans le texte, vous voyez par exemple la user centricity chez Doctolib, pour moi ça veut dire we spend hours in medical practices and hospitals. C'est hyper important. User centricity, je ne connais pas beaucoup de boîtes tech and product qui dans leurs valeurs ne mettent pas user centricity. Qu'est-ce que veut dire la user centricity chez Doctolib? Et donc sur tous ces éléments-là, on a essayé de faire ça. Ça, on partage jeudi avec toutes les équipes leadership de Doctolib. J'étais hier avec le CTO en train de faire du ligne à ligne pour les valider. C'est un travail que je qualifierais de semi-sec. Mais j'avais envie de vous le partager aujourd'hui. Mastery, on est sur le secteur de la santé, on est innovant sur le secteur de la santé, c'est un secteur qui a besoin d'innovation. User centricity, impact, scale, higher standards, team ownership, mastery. S'il y a quelques éléments à se souvenir de cette session, le premier, c'est adaptabilité. Tout à l'heure, il y a la session de Marty Kagan. Vous avez tous lu les bouquins de Marty Kagan. Ce qu'il écrit, c'est top. Et quand il le dit, on se dit « il a raison. Pourquoi je ne le fais pas? Il a raison. » Non? Et du coup, on se dit « mais en fait, pourquoi ils arrivent à le faire et pourquoi je n'arrive pas à le faire ?» En fait, pas de dogme, adaptabilité. Je vois même qu'il y en a qui l'ont sur les genoux.
vous n'allez pas tout faire by the book, day one, dans une orga avec un product manager et 5 devs. Ça n'existe pas. Par contre, la product vision, moi je suis chez Doctolib depuis 2014, je l'ai créé en 2022, je me dis que je suis nul, de manière assez honnête. Je me dis que j'aurais dû l'écrire il y a 5 ans. Par contre, après, avoir que des Empower Product Team avec un scope bien défini, etc., quand vous êtes petit et que vous avez ça en face de vous et que vous avez ça comme ressource, c'est un peu plus dur. Mais comment on tend vers ça de la manière la plus rapide possible, efficace possible? Et le dernier élément, c'est la confiance. Je vous l'ai un peu dit tout à l'heure. Pour moi, les équipes Tech and Product, elles sont là pour créer de la valeur comme n'importe quelle équipe business. Et elles doivent le faire en mesurant l'impact de ce qu'elles font, en délivrant de la qualité, mais aussi en échangeant avec les équipes en interne, en donnant confiance dans les équipes internes. Moi, je reste persuadé que c'est un sales italien, je lui parle une demi-heure, il va augmenter son taux de transfo de 50%. Le problème, c'est qu'il y en a 100 et que je ne parle pas italien, donc il faut un peu faire scaler ça. Je vous remercie, je ne sais pas si vous avez des dernières questions. On peut prendre une question, mais très très rapide en 1 minute si possible, parce qu'après, il y a le talk de Marty. Alors, j'avais une question sur... Est-ce que tu peux revenir juste sur la slide où tu présentes... Ouais, là, c'est bon. Où tu parles de Tech and Product Vitals. Tout à l'heure, tu disais qu'un site tombe, tout le monde arrête de travailler. Petite question. Pour le Covid, comment ça s'est passé? Quand ils nous ont annoncé du jour au lendemain... Pour le Covid, en fait, on était en relation très proche avec les équipes qui géraient la vaccination au ministère de la Santé. Pour le coup, vous imaginez, il y avait cette personne-là qu'on avait en call une fois toutes les 2-3 jours. Elle devait gérer l'approvisionnement des vaccins, savoir où en est la certification, savoir quelles sont les règles, ouvrir des centres, parce qu'à un moment, c'est bien beau de dire il y a 1000 centres, 2000 centres, 5000 centres, mais on les ouvre où? Et en plus, elle devait s'assurer que les personnes prennent rendez-vous. Donc nous, on travaille avec elle. Tout s'est bien passé. C'était un peu dur parce que quand, par exemple, vous savez que le président dit « Ouais, ce qui serait bien, c'est que s'il y a une dose qui est disponible 24 heures avant, n'importe qui puisse la prendre. » Là, le CPO de la société, il se dit « Wow, non, ça, on ne peut pas le faire. » Ou alors, quand ils vous disent « Les enfants de moins de 12 ans, on va leur administrer des demi-doses. » Là, waouh, dur. Donc, tout s'est plutôt bien passé. On échangeait avec eux. Parfois, j'ai même vu sur cette histoire de doses à moins de 24 heures, faire un retour aux équipes et puis voir le président le soir même sortir quasiment la formulation. Je me disais, c'est bon, le président respecte la roadmap de Doctolib. Et donc ça, c'était top. Et puis parfois, il y a des décisions dans ce genre de moment qui sont prises très vite. Il y a de la magie nulle part. Et donc par exemple, quand le 14 juillet, on dit à partir de début septembre, c'est pass sanitaire obligatoire. Là, effectivement, c'est plutôt les équipes SRI et DevOps, pour le coup, qui sont un peu dans le dur, parce qu'il y a une petite montée en charge sur la plateforme. Mais globalement, ça s'est bien passé. J'espère que vous êtes tous vaccinés, vous avez pu prendre vos rendez-vous de la meilleure manière possible. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup. Merci.